Africa, continent of dreams, limitless possibility, a wealth of opportunity, and a population full of potential. But how do we turn dreams into reality, possibility into impact, and potential into access to work and economic prosperity? Africa has a significant infrastructure investment gap of $170 billion a year. The convergence of energy, transportation, and digital economies demand a new approach to infrastructure development globally. As urban growth accelerates across Africa, we believe that power, transport and logistics, natural resources, telecommunications, and heavy industries are the enablers that will deliver access to markets, job creation, and accelerated economic growth. So we pioneer solutions that help build bridges and roads and connectivity. We help develop natural resources in sustainable ways that create prosperity for more. But our roads and bridges connect more than just places, and our financing powers more than cities and grids. It connects people to opportunities, producers to markets, and local communities to the skills they need to grow. This foundation shapes our present so we can build our new tomorrow. And what does the future hold? Africa's mandate is urgent, and the narrative has to change. So we're rewriting the script. Imagine an Africa where the world's youngest population turns into the future of the workforce, where the knowledge-based economies in Africa that power the world give birth to the fifth industrial revolution, connecting innovation to purpose and inclusivity. That's the Africa we're building. We can't do it alone, but together, perhaps we can. Our vision is to become Africa's leading infrastructure solutions provider, Africa Finance Corporation, driving social, economic, sustainable change across Africa. Africa, continent of dreams, limitless possibility, a wealth of opportunity, and a population full of potential. But how do we turn dreams into reality, possibility into impact, and potential into access to work and economic prosperity? Africa has a significant infrastructure investment gap of $170 billion a year. The convergence of energy, transportation, and digital economies demand a new approach to infrastructure development globally. As urban growth accelerates across Africa, Africa, continent of dreams, limitless possibility, a wealth of opportunity, and a population full of potential. But how do we turn dreams into reality, possibility into impact, and potential into access to work and economic prosperity? Africa has a significant infrastructure investment gap of $170 billion a year. The convergence of energy, transportation, and digital economies demand a new approach to infrastructure development globally. As urban growth accelerates across Africa, we believe that power, transport and logistics, natural resources, telecommunications, and heavy industries are the enablers that will deliver access to markets, job creation, and accelerated economic growth. So we pioneer solutions that help build bridges and roads and connectivity. We help develop natural resources in sustainable ways that create prosperity for more. But our roads and bridges connect more than just places, and our financing powers more than cities and grids. It connects people to opportunities, producers to markets, and local communities to the skills they need to grow.
This foundation shapes our present, so we can build our new tomorrow. But what does the future hold? Africa's mandate is urgent, and the narrative has to change. So we're rewriting the script. Imagine an Africa where the world's youngest population turns into the future of the workforce, where the knowledge-based economies in Africa that power the world give birth to the fifth industrial revolution, connecting innovation to purpose and inclusivity. That's the Africa we're building. We can't do it alone, but together, perhaps we can. Our vision is to become Africa's leading infrastructure solutions provider, Africa Finance Corporation, driving social, economic, sustainable change across Africa. Africa, continent of dreams, limitless possibility. Exciting session of the day. The topic today is renewable energy challenges in Africa. Let me just take a minute to set the stage before I introduce our distinguished panelists. The demand for energy in Africa is expected to more than double by 2040. The continent is endowed with significant amount of renewable resources. Solar, the estimate is that there's 10 terawatts worth of solar opportunities across the continent. 350 gigawatts of hydro and 110 gigawatts of wind. Despite this, there's a huge infrastructure deficit in terms of power generation on the continent, which begs the question, why? Why are we endowed with so much renewable energy resources, yet still we are struggling with the provision of power across the continent? On another level, the contribution of renewable energy towards Africa's energy mix is very, very, very small, estimated at about 3% as of today. If you look at Tunisia, despite its resources as well, renewable energy resources, the penetration is less than 10%. So there is indeed the need to scale up on the delivery of renewable projects on the continent. If you look at DRC, it's unfortunate that the Honorable Minister couldn't join us today. They have one of the largest hydro opportunities anywhere in the world. The Inga Dam is reportedly able to generate at least 100 gigawatts of power, which should provide electricity for half of the continent. But it is yet to be developed. Question is why? So the objective of this session is to determine how best to unleash the huge renewable energy potential on the continent. Specifically, we'll be looking to share experiences and best practices to promote renewable energy investment on the continent. And this will be done from the perspective of government, the private developers, and financiers. So it's for that reason this panel was carefully selected, and it comprises Mr. Belhassan Chapchuk, who's the Director General for Energy Transition
at the Ministry of Energy here in Tunisia. Okay. All right, okay. We have Mr. Hassan Agrebi, who's Director for Cooperation at the National Agency for Energy Conservation here in Tunisia. We also have Mr. Rafik Masawi, who's a developer and works with ProSol and the ProSol mechanism. We have Mr. Omar Ben Hassin Bey, who's a developer of a 100-megawatt wind farm here in Tunisia, and is also developing some solar projects in the country. And we have Mr. Sanjeev Gupta, Executive Director at the Africa Finance Corporation, a financier, and we are joined online by Mr. Anthony Karembu, who's a renewable energy specialist at the African Development Bank. Gentlemen, you are all welcome. Let me start with Mr. Hassan Agrebi from the National Agency for Energy Conservation here in Tunisia. Bonjour tout le monde. Je vous remercie pour cette initiative très importante, très intéressante pour développer et étudier les opportunités de coopération ou de solutions pour promouvoir l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables au niveau du continent africain. Je m'excuse auprès des participants de l'absence de notre directeur général qui a été pris par un autre engagement avec la présidence du gouvernement, ainsi que Mr. Belhassan Chiboub. Pour la Tunisie et l'Afrique, dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, on a pas mal de choses, permettez-moi de commencer par ça, c'est pas mal de choses qu'on peut les réaliser et les partager ensemble. Je commencerai par un petit aperçu sur le contexte énergétique tunisien, vu que la Tunisie, elle souffre d'un approvisionnement énergétique, donc un défi d'approvisionnement énergétique, vu le déficit qui a atteint en 2020 à près de 57% de déficit énergétique. Ça, sur le plan stratégique, ça pose un très grand problème au niveau de l'approvisionnement. Sur le plan également économique, s'aggrave également le déficit au niveau de la balance de paiement, qui représente en 2019 40% de déficit de balance commerciale. Un autre enjeu économique lié également à la pression qu'exerce le secteur de l'énergie sur la finance publique. D'autre part, sur le plan social, si on persiste sur cette situation, il y a la précarité énergétique qui va s'amplifier de plus en plus. C'est le problème, a priori, de tout le continent, même plusieurs pays du continent africain. Et sur le plan climatique, il y a un potentiel très important, avec actuellement un déficit pour la Tunisie de 60% d'émissions de gaz à effet de serre pour le secteur de l'énergie, qui constitue également un enjeu important de la politique climatique. Pour les enjeux de la Tunisie, c'est-à-dire en termes de politique énergétique de transition bas carbone, pour la transition énergétique, politique énergétique de volontariste de transition énergétique à bas carbone, on a 3 défis. Le premier défi qui consiste, un petit rappel, de la réduction de la consommation de l'énergie de 30% à l'horizon 2030. Pour les énergies renouvelables, atteindre une part des énergies renouvelables à l'horizon 2030 de 30%, et d'après les études récemment développées, on peut atteindre même à l'horizon 2050 la part des énergies renouvelables de l'ordre de 80%. Et en termes d'objectifs et de défis climatiques, c'est la réduction de l'intensité carbone de 41% à l'horizon 2030 par rapport à l'année de référence 2010. Cette politique se repose sur 4 axes, principaux axes. Je peux citer le premier axe, c'est le cadre institutionnel, essentiellement à travers la création de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie qui a été créée en 1985. C'est la première agence qui a été créée dans la région MENA et même au continent africain qui opère dans le domaine de l'efficacité énergétique et énergie renouvelable.
Le deuxième pilier ou axe, c'est le cadre réglementaire évolutif au niveau de la Tunisie qui permettrait de promouvoir que ce soit les investissements d'énergie renouvelable ou de l'efficacité énergétique. Troisièmement, il faut avoir un cadre incitatif. En Tunisie, c'est principalement à travers la création de fonds de transition énergétique qui permettraient de subventionner ou de promouvoir les investissements, que ce soit à travers des subventions et des primes d'investissement pour les projets renouvelables et efficacité énergétique. Et il y a en cours l'opérationnalisation de l'aspect crédit et participation au capital qui va entrer en vigueur très prochainement. Dernièrement, il y a la réalisation d'actions d'appui et d'accompagnement. C'est très important, on l'a ajouté comme axe, mais c'est très important, c'est la formation et la communication, surtout des acteurs locaux, et pour les sensibiliser et communiquer sur les projets futurs de renouvelables et d'efficacité énergétique. Actuellement, les principaux programmes qui ont été mis en place pour la Tunisie, le fameux programme Prosolelec résidentiel, c'est le programme de promotion pour l'utilisation du chauffe-eau solaire, de l'eau solaire en Tunisie, qui a été initié en 2004 et qui a permis de la création d'un marché actuellement mature avec des réalisations très importantes. Peut-être bien on va revenir pour les réalisations par la suite. Également pour le programme Prosolelec, qui a été initié également à l'instar, c'est pas le même mécanisme, mais c'est la même philosophie. C'est pour initié en 2010 qui vise à accompagner le recours à l'énergie solaire photovoltaïque pour l'autoproduction au niveau des ménages. La nouveauté, le Prosolelec économique actuellement, c'est-à-dire c'est un nouveau programme développé par la Tunisie en concertation, l'ANME en concertation avec les acteurs clés, principalement le ministère et la STEC, qui vise à cibler les ménages à faible revenu, dont la consommation annuelle elle est comprise entre 1800 kWh par an et 1200 kWh par an, et qui sont exclus du programme de Prosolelec habituel. Et ce programme-là, il est en cours de mise en place. Et la nouveauté, c'est qu'il va permettre la réalisation de projets d'investissement à travers l'octroi de crédit, à travers les banques commerciales tunisiennes. Donc avec un schéma, avec un taux d'intérêt, c'est-à-dire de l'ordre de sortie de l'ordre de 3%, avec un délai de remboursement de l'ordre de 10 ans. Et ça va démarrer. Actuellement, on est en phase de mise en place de ce programme-là, mais par la suite, il va démarrer l'année prochaine. Il y a d'autres initiatives comme le Prosol social qui vise également la tranche qui consomme de l'ordre inférieur à 1200 kWh par an, et qui sont à faible revenu et à faible consommation à la fois et qui coûtent très cher en termes de subventions pour un fardeau pour le gouvernement. Ça, en ce qui concerne les principaux programmes pour les énergies renouvelables, il ne faut pas oublier, nous, dans notre culture, c'est-à-dire on ne dissocie jamais, c'est-à-dire le renouvelable de l'efficacité énergétique. On trouve que ce sont deux aspects complémentaires, franchement. C'est-à-dire il y a d'autres programmes également qui... pour le programme au niveau pour l'efficacité énergétique, tels que des programmes nationaux, tels que le programme pour la promotion pour l'efficacité énergétique au niveau des mosquées, ce qui vise à remplacer des dispositifs d'éclairage et faire des remplacements des appareils d'appareils d'éclairage également, et installer des systèmes de suivi instantané au niveau des mosquées. La Tunisie, elle a à peu près de 6100 mosquées. C'est à peu près de consommation 42 gigawattheures. Donc actuellement, on est en phase pilote à Tozeur qui vise 147 mosquées. Et on estime avoir un financement, je souligne le mot financement, à travers la BAD, c'est-à-dire pour ce programme prometteur. Il y a également le programme PromoLED, programme national de diffusion de 4 millions de lampes de LED, pour remplacer gratuitement 4 millions de lampes pour les ménages à consommation inférieure à 1800 kWh. C'est un programme très prometteur également et très intéressant. Il y en a d'autres programmes d'appui, tels que le programme ACT, l'Alliance communale pour la transition énergétique, qui vise à renforcer les capacités des municipalités afin de contribuer à la transition énergétique et exploiter les gisements d'efficacité énergétique. D'autres programmes d'appui, il y a des programmes qui ont été initiés à travers l'AFD, ce programme SANREF qui offre une ligne de crédit à travers les banques commerciales, qui encourage également les investissements à travers les petites et moyennes entreprises. Il y en a d'autres initiatives qui ont été lancées.
Et à la fin, je citerai le fameux programme qui a été lancé récemment, le 6 avril. C'est le programme Transition énergétique au niveau des établissements publics, qui a pour mission, c'est-à-dire les établissements publics qui consomment énormément, qui ont énormément également d'établissements. Et là, le potentiel il est très important avec la mise en place d'une ligne de crédit qui est actuellement en phase de préparation à travers un don d'accompagnement. Pour l'intercoopération entre l'Afrique et la Tunisie, il y a pas mal d'initiatives qui ont été menées. Moi, je citerai depuis 22 ans à la NME, nous étions sollicités par pas mal d'agences au pays de frères africains pour solliciter la NME pour la création d'une agence similaire en Afrique. Et là, c'est-à-dire, on rédige seulement un accord de coopération. Nous ferons de notre mieux de les aider et tout, mais ce n'est pas suffisant, vraiment, parce qu'il faut avoir un suivi, il faut avoir des ressources permanentes pour assurer le bon suivi et la réalisation d'actions. On a réfléchi à une initiative lancée en 2017, c'est l'Association africaine des institutions en charge de la maîtrise de l'énergie, qui a été lancée, qui regroupe près de 9 pays fondateurs de l'Afrique, je citerai quelques-unes, c'est le Djibouti, le Sénégal, Mauritanie, le Libye, dernièrement entrée, c'est-à-dire également, il y a le Guinée-Bissau, la Tunisie, bien évidemment. Il y a d'autres qui ont intérêt à adhérer à cette initiative. C'est de faire de la sorte d'avoir une plateforme d'échange d'expériences, une plateforme pour contribuer à l'atteinte de la transition énergétique au niveau du continent, au niveau des pays similaires, à travers un plan d'action bien dédié. Et le point le plus important, c'est qu'il faut travailler, c'est-à-dire la culture, c'est de travailler en synergie avec des initiatives similaires au niveau de l'Afrique, quel que soit à travers l'Union africaine, l'AFREC et d'autres initiatives qui ont été lancées parce que l'Afrique, il y a plusieurs initiatives, ceux qui ont abouti, il y en a d'autres qui n'ont pas abouti. Donc on essaie, nous, on a une idée pratiquement parce qu'on a la même chose, qu'on a travaillé au niveau de la Méditerranée. Le statut, on l'a élaboré, il a été approuvé à travers la BAD, mais ça reste manque de ressources, on va l'enregistrer et on va travailler à travers, si on arrive à avoir un financement, donc on a eu pas un accord de principe de la BAD, mais on estime avoir un financement sur ce point-là pour appuyer la coopération avec le continent africain. Également, le cluster efficacité énergétique, énergie renouvelable en Tunisie qui a été créé, ça pourrait être une opportunité pour développer des actions avec l'Afrique. D'ailleurs, c'est un sujet à table qui va être discuté prochainement parce que ça regroupe les professionnels, institutionnels et tout. Donc, ça pourrait avoir, c'est-à-dire un objectif ou un engagement public, privé et promouvoir, c'est-à-dire les investissements à travers le secteur privé, que ce soit au niveau national, au niveau du continent. Je vous remercie. Thank you very much, Director Hassan Agrebi. Just to announce the arrival of Honorable Minister Didier Boudimbo, who's the Minister of Hydrocarbons in the DRC. Monsieur le Ministre, bienvenue. Merci. Okay, all right, thank you. So I'll come back to you. Rafiq, I think Hassan has set the stage very well. You know, he highlighted the fact that the government aspires to increase its renewable energy penetration to about 30% by 2030. He's also highlighted some of the programs the government has already started towards that march, towards attaining that objective. As a private developer, how do you see yourself fitting within this program? But you can start by very briefly telling us about the Prosol, then you can proceed to answer the question. Yes. Merci beaucoup, Monsieur le Chairman. Je ne vais pas être très lent, mais je voudrais justement raconter comment ce programme Prosol, ou Prosol ELEC ensuite, a été développé pour essayer probablement de tirer des leçons pour les autres pays d'Afrique.
En fait, assez souvent, quand on parle d'investissement dans les énergies renouvelables, on pense grands projets. Utility project, on pense vraiment des projets d'infrastructures de plusieurs millions, voire milliards d'euros. Or, dans la réalité, dans nos pays, il y a aussi une demande diffuse qui concerne les petits consommateurs, qui sont les ménages, qui ont besoin aussi, et on peut faire des choses, on peut investir dans l'énergie renouvelable à petite échelle, décentralisée. Et souvent, ce segment de marché est oublié par les bailleurs de fonds, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les outils nécessaires de financement de ce genre de projet. Les bailleurs de fonds savent très bien financer de gros projets, structurer de gros projets, mais dès qu'il s'agit de micro-projets, mais qui sont à un nombre très important, ils ne sont pas outillés pour ça. Et là, c'est là où on a besoin vraiment de l'innovation financière. Et cette innovation, on a essayé de le faire il y a une dizaine d'années en Tunisie, et qui est partie d'un constat très simple. Pour l'eau chaude sanitaire, chez les ménages, l'État est en train de perdre de l'argent parce que les gens consomment du gaz de bouteille GPL qui est subventionné à 200% par l'État parce qu'elle est utilisée aussi pour la cuisson et donc des besoins de base. Les consommateurs utilisent du gaz naturel, utilisent des bouteilles de gaz, donc il y a la pénibilité pour transporter le gaz, pour mettre il y a le danger, mais il y a aussi le coût. Et il y a des fabricants de chauffe-eau solaires qui ne trouvent pas de marché, tout simplement parce que le gaz, les bouteilles de GPL sont très largement subventionnées. Et donc, on a un marché potentiel, mais qu'on n'arrive pas à mobiliser tout simplement parce que chacun est positionné sur le mauvais bout du marché. Et du coup, ce qu'on a dit, il faut que le chauffe-eau solaire soit rentable pour le ménage. Autrement, il ne va pas décider d'investir. Donc, c'est notre point de départ. Donc, compte tenu, on ne peut pas, bien sûr, lever la subvention sur le GPL parce que ça, c'est un problème national, c'est un problème qui dépasse le secteur de l'énergie. Donc, l'État, comme il subventionne le GPL, il doit aussi subventionner le chauffe-eau solaire. Au même titre, c'est deux énergies, on peut les subventionner. Et du coup, l'État a été convaincu, bien sûr avec l'appui de bailleurs de fonds que je cite ici, qui étaient un peu d'argent qui sont venus de la coopération italienne via le programme des Nations Unies pour l'environnement, et qui a mis $1 million pour une phase test. Donc on a dit il faut subventionner. Mais on a dit, la subvention, on ne peut pas trop subventionner, ça va être 20% pour baisser le temps de retour, par exemple, d'un chauffe-eau solaire à un ménage. Il faut que ça ne dépasse pas les 6-7 ans maximum. Au-delà, le ménage ne va pas investir. Mais pour le reste, les ménages sont pauvres, ou même les ménages moyens, n'ont pas de l'argent pour sortir $1000 cash pour payer le reste. Et du coup, il faut trouver une solution de crédit aussi pour le reste de l'investissement. Quand on a discuté avec les banques, ça ne les intéresse pas. C'est trop petit pour les banques. Et c'est des coûts de transaction qui sont très élevés. Et c'est là où on a dit pourquoi on n'essaye pas de trouver un mécanisme innovant où il y a une banque qui va mettre à disposition des ménages une ligne de crédit, mais cette banque ne va pas traiter ménage par ménage, elle va traiter à travers la compagnie d'électricité qui, elle, voit le consommateur tous les mois ou tous les 2 mois parce qu'elle facture de l'électricité. Et donc, on a utilisé la compagnie d'électricité, la STEG, qui a accepté de jouer le jeu, comme un collecteur des remboursements. Et du coup, on a mis en place un écosystème où il y a des installateurs agréés, des fournisseurs agréés, des installateurs agréés par l'ANME justement. Il y a la STEG qui va jouer le rôle
de collecteurs de remboursement des crédits sur 5 ans. Il y a la NME à travers le Fonds de transition énergétique qui donne cette subvention, cette petite subvention. Et ce qui est important, c'est que le consommateur, il ne voit rien du tout de tout ça. C'est l'installateur qui s'occupe de toute la démarche. Parce que si le consommateur, le ménage, s'il réfléchit 2 fois, il va aller acheter un chauffe-eau à gaz, qui est beaucoup moins cher à l'investissement, parce que, vous savez très bien, comme dans tous les pays africains, nos ménages sont à très court d'argent, et donc ils préfèrent avoir de l'argent immédiat, et demain, ça sera un autre jour. Et du coup, on a mis en place ce mécanisme, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui a permis de passer à l'époque de 6 à 7 000 mètres carrés par an à 80 000 mètres carrés par an. Aujourd'hui, depuis, on a installé 1 million de mètres carrés de chauffe-eau solaire par an. On a créé toute une industrie locale qui exporte maintenant en Afrique et même au sud de la France. On a créé un vrai savoir-faire. Et puis, le Prosol a donné ensuite des idées pour aller sur d'autres projets, et notamment Prosol Elec, pour faire la même chose pour les toits solaires photovoltaïques. Et donc, cette innovation financière a permis de donner. Maintenant, il y a des conditions à tout ça. C'est-à-dire que pour transposer ça en Afrique, il faut être sûr que les conditions qui ont permis la réussite de ce projet-là sont réunies, notamment que la compagnie d'électricité joue le jeu, etc., etc. Mais surtout, il faut une vraie volonté politique. Parce que ce genre de projet, pour les politiques, est risqué. Le politique a toujours peur d'échouer. Et donc, un mécanisme trop innovant, il y a des risques. Et ça, il faut que les bailleurs de fonds classiques s'approprient et essayent d'aider les politiques par des phases tests, par des phases de validation de mécanismes avant sa diffusion à grande échelle. Et voilà, je vais m'arrêter là, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Thank you very much, Mr. Rafik. And I think you raised a very important point towards the end regarding how financiers should be looking at this sector. I'll come to the financiers later, Sanjeev and the AFDGV gentleman who's joined us online. I go to Honorable Minister. So you don't have the problem of renewable energy penetration. I think most of the power generation in DRC, okay, tu comprends anglais ou un petit peu? Sanjay, if you want to translate. So DRC does not have a problem of renewable energy penetration because most of your generation is through renewable energy, largely hydro. But yet still, the access to energy in DRC is still very, very, very low. I know you developed a recent master plan to try and change that. Can you enlighten us about the government's plans to try and address the low access of electricity in DRC? Merci. C'est vrai que l'anglais, je ne maîtrise pas, donc je suis un peu perdu. Mais bon, Monsieur le Président des Financing et Investissements et Trade Africa, Mesdames et Messieurs les ministres des différents pays ici présents, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, bonjour. C'est un honneur pour moi de prendre part à cette 4e édition de la conférence internationale sur le financement et investissement qui, comme vous le savez, présente plusieurs avantages dont le plus important pour moi porte notamment, d'une part, sur l'opportunité qu'elle offre aux pays de l'Afrique subsaharienne de présenter leur plan de développement économique. Les projets d'investissement structurants en partenariat public-privé ainsi que les modalités de financement vous rencontrez pour la toute première fois depuis.
et d'autre part sur la présence des institutions financières panafricaines et des opérateurs économiques pouvant financer les projets d'investissement énergétique dont ceux des hydrocarbures. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers participants, avant d'entrer dans le vif du sujet, s'agissant de projets du secteur des hydrocarbures de mon pays, la République démocratique du Congo, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à leurs excellences, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, pour sa vision claire en vue du développement du patrimoine pétrolier et gazier de la RDC, grâce notamment à la promotion du partenariat public-privé gagnant-gagnant, ainsi qu'à son Excellence le Président Kaïs Saïed, président de la République de Tunisie, qui a bien accepté de parrainer l'importante conférence de ce jour. S'agissant du secteur des hydrocarbures de la RDC, il est tout d'abord important de porter à la connaissance de l'auguste Assemblée que celui-ci est régi à ce jour par la loi numéro 15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures et le décret numéro 16/010 du 19 avril 2016 portant règlement des hydrocarbures. Ces deux textes constituent la base de fonctionnement du secteur des hydrocarbures de la RDC. Je saisis déjà l'opportunité à ce stade pour exhorter les partenaires désirant investir dans les secteurs pétroliers et gaziers de la République démocratique du Congo de s'en procurer. Ceci dit, s'agissant du patrimoine pétrolier et gazier de la RDC, il est de noter que la République démocratique du Congo dispose d'un potentiel en ressources d'hydrocarbures, notamment dans 3 bassins sédimentaires principaux, à savoir le bassin côtier, la cuvette centrale et la branche ouest du rift est africain. Dans un prochain avenir, 16 blocs pétroliers et 3 gaziers au total feront l'objet des appels d'offres. Il s'agit des 3 blocs pétroliers, Yema 2, Ngandi et Matamba Makandi 2, du bassin côtier, dont une partie est déjà en exploitation ce jour par Perenco. 9 blocs pétroliers de la cuvette centrale, 4 blocs pétroliers et 3 gaziers. La branche ouest du rift, qui sont basés au niveau de la branche ouest du rift est africain. Je profite de cette tribune pour saluer la présence dans mon pays de la société tunisienne EPPM, qui est la première société à acquérir un des 4 blocs gaziers sur le lac Kivu. Tout en la soutenant, mon ministère l'encourage à accélérer le processus de l'extraction du gaz et sa valorisation en électricité pour le bien-être de nos populations et de l'économie congolaise. À ce jour, mon ministère dispose des données techniques basiques et fondamentales sur ces blocs et je saisis l'occasion pour déjà lancer une invitation aussi bien à l'endroit des investisseurs que des partenaires financiers dont l'apport sera très déterminant pour la réussite de nos projets de l'amont, projets de prospection, exploration et production, ainsi que de l'aval pétrolier, s'agissant surtout de la construction des infrastructures pétrolières, de transport, à l'occurrence les pipelines et de stockage, sans oublier la raffinerie. La RDC dispose à ce jour des réelles opportunités d'affaires avec une gigantesque potentialité en hydrocarbures dont les ressources sont à ce jour estimées en milliards de barils. Les temps impartis n'étant pas suffisants, je saisis cette précieuse opportunité pour lancer une invitation ferme à l'endroit des partenaires intéressés au secteur des hydrocarbures de la RDC et ils ne seront pas dessus. C'est également ici pour moi le lieu de les rassurer de l'amélioration du climat des affaires et du bon fonctionnement de l'appareil judiciaire de mon pays, gage d'un espace fiable des affaires. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, je vous remercie. En gros, je pense que c'est ce que je peux dire par rapport aux hydrocarbures de mon pays. Thank you very much, Monsieur le Ministre, for your intervention. Very, very enlightening indeed. I'll come back to you, don't worry. Let me go to the financiers. Sanjeev, Executive Director, AFC. Developers oftentimes complain about the speed in which they access funding from DFIs. I know AFC likes to see itself as not a full DFI, given its flexibility and agility in terms of turning around
turnaround time on projects. Are there new steps or are there any new ways in which financing solutions can be provided in a more expedited manner? Sanjeev. Can you hear me? Yeah. Hi. Good afternoon, everybody. Can you hear me? Okay. Now, Yeah. Okay. Hi. Good afternoon, everybody. And thanks, Amadou, for a question. Probably you're better qualified to answer than I am. I think the obvious reality needs to be reiterated, Amadou, and that is that funding for energy projects across the continent for a very long time has been fraught with numerous challenges, right? We have had challenges with project preparation. We've had challenges with local community issues as to how it affects local communities. We have had challenges with distribution, the domestic grid system or the lack of it. We've had challenges with simple things like collection. Like after everything falls into place, money just doesn't come in. And in certain jurisdictions, we have had challenges with power leakages, right? Or abnormal power losses. And of course, it's a legendary statistic that people should read up on, the gap between installed capacity in Africa vis-a-vis generated number of units, vis-a-vis number of units against which money has been paid, vis-a-vis number of units against which money has been collected. It kind of cascades down, right? So as financiers, it's always been a challenge. And that is why, even though power is such an obvious necessity, the continent still cries out for more power. In fact, not just cries out, it's in crying need of more power. Now, from our point of view, obviously, it would be wrong for me to sit on the stage and say that we are not different, right? And that's the question you asked. So from an AFC point of view, one of the things we have tried to do, and the jury is still out as to whether we have succeeded, is we have tried to take the bull by its horns. We have tried to say that as a financier, we cannot react to opportunities. We cannot wait for opportunities. We have to make things happen. Which is why, if you see the typical engagement that AFC has chosen to do, we do a lot of early stage project development. Why? Not just because there is capacity issues, policies don't get translated into projects, that's one factor. The second is, if you get involved at the project development stage, Amadou, you tend to preempt the risks that flow out gradually and try and manage them up front, right? Be it distribution challenges, be it collection challenges, be it procurement of the energy source itself, be it providing for the stability or the security of the plant and equipment around which the power will be generated. So because we do project development, it stands to reason that once we have taken that early stage risk, which very often people don't see because it's not out there, nobody knows about it. When we finally have gone past the PD stage, financial closure tends to be much quicker because you've already addressed the risks, you have diced and sliced the different risks and tried to go to different categories of investors with each category of risk. You have interacted with the policymakers, the government, you got the environmental, community, PPA type issues sorted. So that's why I would like to believe that because we do a lot of project development work, which as I said, till it's completed, nobody gets to know about it. From the time it's completed to the time we close, tends to be much quicker. Now, since we were discussing renewable earlier on and also people touched on it today in this session, I'll just add an additional layer to the discussion.
And I think to us as financiers, renewable poses a very, very interesting proposition. Because on one hand, allow me to be controversial, we just believe that the energy crisis in Africa is somehow being forgotten at the altar of the renewable strategy in Africa. To me, the renewable still remains a very important but a subset of the overall energy solution for Africa. And I'm really scared that the world is choosing to forget that. Okay? Having said that, after all, we are financiers. We have commitments to be met with investors who put money behind us. So the renewable one is an interesting one, I said, because firstly, because of the renewable debate, we have access to large pools of capital, increasingly large pools of capital, at fairly attractive costs or prices, looking for projects in Africa. So that helps. The second is that, as I was saying earlier on, it is not lost on African policymakers that renewable has to be the way to go because they can see the direct impact of climate changes more than other parts of the world. The third reason why, as financiers, we are loving the renewable idea is that because of all the other challenges that traditional power generation has, because you tend to have to build them much larger, etc., is you can go off-grid. You can go into much more local, community-based, regional-based solutions which you can control better as a financier, as opposed to depending on the state grid and the state utility company and all the risks that come with it. So again, renewable creates that opportunity. I'll end by also saying that where we see as financiers the biggest game changer, which renewable hopefully brings up, is that we have always grappled on the continent, Amadou, with not just the base load from a supply point of view, but also from the base load from a demand point of view. If you see the world anywhere, power generation requires large captive users. And till Africa industrializes, that base load demand will always be elusive. The renewable debate, however, creates an opportunity. Why? Because if renewable as a strategy is going to succeed in the world, never mind on the continent, the world will need huge amounts of copper, huge amounts of nickel, huge amounts of rare earths, huge amounts of cobalt, and that resides on the continent. So where African policymakers and financiers has to make a case is that can we not start processing these minerals on the continent? Because that by default creates the base demand, which then by default creates a lesser risk environment for financiers to finance power projects. I'll stop there. Thanks, Amadou. Thank you very much, Sanjeev. And you've raised some very, very important points regarding renewable energy, base load power debate. I think in the past, the biggest challenge with renewable energy has been its impact on the grid in terms of its intermittent nature. But I think improvements in technology and development of energy storage units seems to be gradually mitigating that risk. You also raised a very important point regarding developers properly preparing these projects to facilitate easy access to funding. I have next to me Mr. Omar Bey, who's developing a 100-megawatt wind farm here in Tunisia. Can you describe in a few words your project and also maybe highlight some of the challenges you face as a developer, particularly for a renewable energy project? Thank you, Mr. Amadou. Bonjour tout le monde. Avant de parler de l'expérience de développement et des challenges
qu'on a rencontrés ici en Tunisie, et de toute manière on les rencontre un peu partout dans le monde. Je voudrais d'abord présenter le groupe avec lequel je travaille, qui s'appelle CARE. CARE est un producteur d'énergie électrique à partir des énergies renouvelables. Le PV, sous sa forme flottante ou sur terre, l'éolien pareil, flottant et sur terre. Nous faisons aussi du waste to energy, et récemment on vient de développer du green hydrogène, qui je pense aujourd'hui c'est une des sources d'énergie du futur, qui prendra probablement une part de plus en plus importante par rapport aux hydrocarbures. Pour revenir donc au développement, et je reviens à ce que vient de me dire mon voisin, M. Goupla, quand on regarde un projet, la première chose qu'on voit, c'est son financement et sa réalisation. Et pour son financement, on regarde quels sont les besoins pour avoir un due deal qui soit accepté par les DFIs, pour que le projet puisse aller à terme et qu'on puisse construire la centrale. Donc, il y a un cahier des charges qui est explicite dans notre secteur, qu'on suit à la lettre pour éviter tous les problèmes auxquels on doit faire face dans n'importe quel pays. Donc le plus important dans un pays, c'est d'abord d'avoir une réglementation qui soit claire, qui puisse permettre à un développeur de venir dans un pays et décider d'y aller et dire je vais investir dans ce pays. Donc un cadre légal qui est transparent, où les contrats sont déjà établis ou doivent être établis avec les décideurs, doivent être mis en place, nous permettent d'avancer et d'aller de l'avant pour la réalisation des projets. Un des problèmes qu'on a rencontrés et qu'on rencontre en général, c'est la première partie, c'est le foncier. Nous sommes des développeurs de real estate. S'il y a un accès au terrain, qu'il soit d'ordre privé ou d'ordre public, l'accès à ces terrains doit être clair. Donc il doit y avoir des titres sur les parcelles qui seront développées, parce que sans titre, les banques n'iront pas vers un financement, vu ce qui est nécessaire comme article de garantie sur les projets pour le financement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un projet en project financing sans recours, et c'est comme ça qu'on finance nos projets, dans le cas, par exemple, où le développeur est en défaillance, la banque a toujours la latitude de prendre sa place, que ce soit par rapport à l'installation elle-même et l'occupation du terrain sur lequel l'installation est faite. Donc la partie foncière est une des parties fondamentales dans notre activité. La deuxième chose, et comme vous l'avez dit, c'est concernant le raccordement de ces projets-là. Quand on commence à étudier un site, on installe du matériel pour la mesure de la ressource, ce qui est un préalable. Il faut au moins une année d'études pour le vent. Aujourd'hui, on installe des mâts de mesure qui dépassent les 100 mètres d'altitude, donc ce sont des ouvrages. Et la plupart du temps, ce sont des terrains qui sont un peu complexes. Donc il y a une complexité déjà au niveau de la réalisation elle-même de l'étude. Mais bon, les développeurs savent faire les choses et trouvent toujours des solutions. Parce qu'effectivement, un développeur, c'est jamais de problème, toujours des solutions. Donc une fois qu'on a fait les mesures et qu'on a établi quelle est la ressource du vent, on commence à faire des projections sur le raccordement, bien évidemment, pour connaître les capacités d'évacuation sur le réseau, qu'il soit public ou privé. Et donc il y a un travail directement avec les institutions qui gèrent donc les réseaux par rapport à nos projets. Une fois qu'on a établi aussi donc ces parties-là et que les études montrent qu'il y a une ressource et un gisement important et que les prix du marché soient intéressants dans le modèle, effectivement on utilise un modèle financier qui est clos parce qu'il y a un PPA avec une vente d'énergie
en général de préférence classique en take or pay. Ces contrats sont sur de long terme, en général c'est des périodes de 20 ans qui peuvent être reconduites sur d'autres périodes. Et avec ces contrats-là, les DFIs, avec les contrats de raccordement, avec les PPA qui leur donnent l'aisance pour pouvoir être sûrs d'être remboursés sur leurs investissements, que les projets peuvent aboutir. Il y a beaucoup de challenges dans notre métier au niveau de la construction aussi, parce que dans les pays comme nos pays, aujourd'hui, la taille des turbines devient quelque chose de gigantesque. On est sur des puissances en onshore de l'ordre de 6 MW à peu près. C'est des turbines qui sont installées sur des mâts de mesure qui dépassent les 100 mètres et dont le poids de la nacelle seul dépasse pratiquement les 100 tonnes. Donc il y a du matériel spécifique qui doit être amené dans ces pays-là. Donc dans les études de faisabilité, on regarde l'environnement proche par rapport aux fournisseurs, qu'ils soient d'ordre de génie civil, génie électrique ou de levage, montage, grutage, ou la partie électrique par rapport à l'évacuation sur les postes et le raccordement sur les réseaux. Et s'il n'y a pas dans l'environnement proche, on s'éloigne de plus en plus et bien évidemment, les coûts de construction des parcs deviennent de plus en plus importants. Donc il est important donc, pour nous de mettre tout ça dans le modèle et voir si un projet dans un endroit quelconque peut être intéressant à réaliser ou pas. Donc il y a des engagements au départ avec des frais de développement à risque qui, bien entendu, nous permettent d'aller ou de ne pas aller sur un pays. Voilà. Thank you very much, Mr. Bey, for those insights. We have Mr. Anthony, who's joining us online. Is he connected? Okay, Mr. Anthony, you are with the African Development Bank. What catalytic effect do institutions like yourself can play in terms of crowding in investment in the renewable energy sector? And you can use the opportunity to also respond to the question that Mr. Rafik had raised before. Hello, Anthony, did you get the question? Okay. Anthony, can you pause? There seems to be a problem with your connection. We can come back to you. So just for the benefit of the crowd, we will allow 10 minutes of questions from the floor before we give the final word. Just one question for you, Monsieur le Ministre. Sanjeev, in his intervention, spoke about the opportunities that the energy transition can bring for countries such as DRC. Because if you look at the minerals that are needed to drive that energy transition, most of them are available in abundance in countries like DRC, the copper, the cobalts, the nickels, etc. How is your government positioning itself to take advantage of this opportunity? Actuellement, le gouvernement congolais est très ouvert
parce qu'il y a eu un grand changement en termes déjà de justice, en termes d'opportunités, en termes de climat d'affaires. Donc le gouvernement congolais est très ouvert et vous allez voir que même le gouvernement, il est tout jeune. Pourquoi il est tout jeune? Parce que nous voulons changer le tout. On ne dit pas que ceux qui sont plus vieux ne savent pas travailler, ça n'a rien à voir. Mais le chef de l'État veut qu'on puisse changer le tout. Donc nous sommes vraiment ouverts. Et si j'insiste sur les hydrocarbures, c'est parce que c'est mon secteur et c'est un secteur qui n'a pas été exploité dans mon pays comme il le faut. Le potentiel est en termes de milliards, mais il n'y a qu'une seule société qui opère sur place. Donc il y a beaucoup à faire. Et en termes même des énergies renouvelables, nous avons ce potentiel. Le Congo est grand. Je pense que notre forêt, la forêt équatoriale, c'est la deuxième, la plus grande du monde. Nous pouvons fournir beaucoup et faire beaucoup de choses. Donc nous sommes vraiment ouverts. Le gouvernement congolais est ouvert pour pouvoir travailler, surtout dans le terme des investissements qui sont innovants. Thank you very much. And I want to believe the reason why Sanjeev raised that point is that they do have that service to offer in terms of beneficiating, providing an ecosystem solution for countries like DRC. They did something similar in Gabon, and I think that's the partner you might want to have a conversation with to see how best to replicate that in the DRC. Is Anthony back? Okay, I think we're having challenges. So we'll allow a couple of questions from the floor. If there's any interest to ask, we can just do it by raising of hands. If not, we can give the panelists to just say their final words because we have about 15 minutes to go. Any specific questions from the floor? Okay, so we can start from there. Rafik, final words. Yes. First, I want really to thank very much for this initiative. Aussi, je voudrais insister auprès des bailleurs de fonds de ne pas focaliser uniquement sur les grands projets. N'oublions pas les petits projets parce que c'est là où on lutte contre la précarité énergétique qui risque en Afrique de se développer très fortement parce que les gouvernements ont une pression de la part de tous les bailleurs de fonds internationaux d'aller vers la vérité des prix énergétiques et du coup d'augmenter les prix. Et ceux qui vont payer la facture la plus élevée, c'est les ménages les plus pauvres. Et donc, essayons de trouver pour eux des solutions d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable pour réduire leur facture énergétique. Et là, on a besoin vraiment d'innovation de la part des bailleurs de fonds, d'innovation et du courage de la part des gouvernements pour oser à faire des montages innovants financièrement, avec des risques. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de risque, mais je pense que le risque de laisser ces ménages à la traînée est beaucoup plus élevé que le risque de se tromper sur un mécanisme de financement. Merci. Avant de vous féliciter tout d'abord pour cette initiative, très bien, un mot, c'est qu'on a beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire pour le continent africain, entre frères, entre pays frères. Essentiellement, c'est, à mon avis, d'après les prospections, les discussions avec quelques collègues, par exemple du Sénégal et du Niger, c'est qu'il faut avoir un cadre réglementaire bien fait, c'est-à-dire qui encourage les investissements et qui, que ce soit au niveau de l'efficacité énergétique et énergie renouvelable. Un deuxième point, à mon avis, il faut raisonner efficacité énergétique et énergie renouvelable. C'est vrai, l'Afrique, elle souffre d'approvisionnement énergétique, surtout de l'accès à l'électricité et tout, mais en termes d'efficacité énergétique, il y a un grand potentiel également. On est bien sollicité, on a même un besoin par rapport à ça, à travers des pays frères. Également, il faut avoir une base de données, un observatoire énergétique par pays, c'est-à-dire pour avoir fixé les indicateurs et les objectifs bien faits dans un avenir certain, c'est-à-dire avec des objectifs réalisables.
provoquer un cadre incitatif et institutionnel. Il y a quelques pays qui ont créé des institutions, comme pour le Sénégal, je citerai l'Agence de l'économie et maîtrise de l'énergie, qui travaille très bien au niveau du Sénégal. Il y en a d'autres qui sont en train de travailler de la sorte au niveau des ministères, mais le cadre institutionnel, c'est très important d'avoir un cadre institutionnel incitatif pour l'encouragement des investissements et un cadre réglementaire bien fait. Je vous félicite pour cette initiative, pour ce panel. On a beaucoup de choses, je redis, c'est-à-dire à faire ensemble, des opportunités à réaliser, surtout à travers Afrener, la création d'une plateforme au niveau du continent et des échanges de best practices, que ce soit de la Tunisie, que ce soit d'autres pays de l'Afrique vers la Tunisie ou vers d'autres pays. On a beaucoup à échanger ensemble, que ce soit du point de vue énergétique et même climatique. Merci beaucoup. Thank you very much. I gather that Anthony is now available. Anthony, you got the question, so you can go ahead with the response. One thing that we provide is the credit enhancement instruments. We have an array of them. And here in particular, I touch on one of them that is quite used around the sector. This is the partial risk guarantee that actually guarantees the obligations of the utility to the PPA. Now, of course, over time, we have lessons learned in terms of the partial risk guarantee, where out of the non-signing of the indemnity agreement, because we have seen governments starting to develop cold feet when the indemnity agreement is expected to be signed. Now, the bank has gone further to come up with a policy that does not require PRGs to have counter indemnities from government. But again, this is only eligible for middle-income countries, and I trust that Tunisia is one of them and should be able to tap into that. Now, another thing where we've seen it in terms of credit enhancement is the ability of the bank to tap internally onto its trust funds. These are concessional funds that provide project preparation funding. And we've seen a lot of these where a particular fund that we have is called the Sustainable Energy Fund for Africa that provides early stage funding for projects up to the point of investment. Now, the current CEFA, it's called CEFA, is now a special fund that can even now provide blended finance to already projects that have feasibility studies, technical studies, and are going into now hardcore investment. Another thing where we see the bank playing a very big role is the fact that it's able to tap into global climate finance funds. A particular one is the GCF or the Clean Technology Fund, which is run by the Climate Investment Fund Committee. Now, we have seen a lot of investment officers within the bank. And of course, we have a CTF focal point who sits in the bank, where when we see a project and it's actually in need of concessional funding, then we're able to institute that application to the CTF. And again, using the same process, we're able to bring in concessional funding, at least for the NSO. So it touches both on non-sovereign operations and sovereign operation. And I think one last thing I'd like to mention is the fact that the bank where it sits today, African Development Bank, unlike my other fellow DFIs, we approach the energy sector, more specifically renewable energy, from a holistic approach. Why do I say that? Because within the same energy complex, we have private sector investment offices and we have public sector. And we're able to talk where if in a particular project there is an issue within the government, then our public sector colleagues will be able to handhold the government in terms of the respective maybe policies or reforms that need to be done to ensure that these projects are bankable. I think I'll stop there. Thank you.
Thank you very much, Anthony. Mr. Omar Bey, your last words, please. Merci, Monsieur Amadou. Je crois que pour les développeurs, en général, la simplification et la simplicité des procédures est un des éléments les plus importants pour qu'on puisse travailler. Et cette question-là, c'est une question d'hommes. S'il y a des hommes qui sont au pouvoir, qui ont le pouvoir de décision, qui ont cette volonté, tout le processus peut aller très vite. Il y aura des objectifs à atteindre, mais pas des problèmes à résoudre. Donc les problèmes seront juste un détail par rapport aux objectifs. Donc si aujourd'hui les objectifs sont clairs pour tous nos pays en Afrique et qu'il y a des hommes qui décident, je peux vous garantir qu'on pourra aller très vite. Yeah, so just in conclusion, Amadou, I'll just like to make 3 points. One is that the issue of energy supply on the continent it cannot be looked at in isolation because energy, by definition, is not an end in itself. It's an enabler, right? It enables everything else. So the approach that we in AFC have taken, and successfully so, we want to continue, which is that energy has to be part of the overall, let's call it the jigsaw puzzle of economic development, which is why I would love to talk to the minister after this panel, because we want to say, what's the main activity in this country? Is it agri? Is it mining? What is it? And where is it being processed? How can it be processed back in the country where it's produced? That then creates an energy need and therefore an energy solution. That creates the base demand of which the consumers can leverage off. Because see, if you don't solve the base demand side for energy, energy as an investment will not gather the pace that it requires to do, and that has an effect on everything else: industrial activity, education, healthcare, even e-commerce. So all the good things we are talking about, common free trade agreement, et cetera, the energy puzzle has to be resolved. And the approach we are taking, as I said, is that it's part of an overall ecosystem solution. The second point I'll make is that as an African DFI, we have to tread very carefully because there is a lot of pressure on us from global funding that says that thou shalt not do any more fossil fuels. And it's not a simple argument like that. We have to see where gas makes sense, where even oil makes sense, because in some countries where there is natural fossil fuels abundantly available, it will be silly to disregard that, apart from the immediate impact that will have on communities which governments can ill afford. The third point I'll make is that of course we want to do more renewables, because for everything else that I said, there is another big reason why we will want to do renewables. And that is there are countries which do not have fossil fuel supplies, Tunisia being one. So it makes so much sense for us to harness the wind and the water and everything else in those countries, because it takes away two major project risks. One is the exchange risk that comes with imported fuel, and second is supply risk that comes with imported fuel. So of course we'll do renewables, but it has to be contextualized and it has to be pragmatic. Thank you. Okay. Monsieur le ministre, le dernier mot. Ma conclusion, elle est simple, c'est que déjà je vous remercie. Et c'est pour dire que, comme je viens de le dire, la RDC peut apporter beaucoup d'énergie. Parce que c'est vrai que je suis aux hydrocarbures, mais on le sait aussi que nous avons un fleuve qui a une puissance énorme. Et nous avons des barrages, on peut les moderniser pour que ça puisse même électrifier une grande partie de l'Afrique. Mais j'insiste encore sur les hydrocarbures parce que c'est mon créneau. Donc, par rapport aux hydrocarbures, le potentiel est grand. Et nous attendons que nous puissions t'accompagner, comme par le Gabon par exemple, qui ont une expérience déjà dans ça, et qu'on puisse forer et qu'on puisse exploiter tout le potentiel que nous avons au sein de la République démocratique du Congo. Merci. Thank you very much, and we thank everyone for attending
and have a very good evening. Thank you.